Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV2. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI, OVI, mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette nouvelle édition. Au sommaire de cette édition, août-septembre 2022, dans le courrier des ODH Notes, c'est Rémi Fauchereau, président de l'Association d'études des phénomènes aériens, membre du SAU et reporter ODH TV, qui s'en charge. Dans la rubrique Culture OVNI, OVI, vous allez retrouver Gilles Durand, de l'Histocat, et Luc Chastan, du site Base OVNI France, qui vont vous parler de livres en ufologie. Claude Mauger, chercheur, et Rémi Fauchereau répondent aux questions de cette édition. Puis nous terminerons par le dossier de cette vidéo, le 8e épisode de la série Brouillage, consacré à la deuxième partie autour de la prépondérance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Jean-Louis, il faisait quel type d'ufologie ? Ah ben je croyais au départ, moi quand je l'ai vu, que c'était un pur croyant, pur croyant quoi, mais il était pas si, il était objectif, c'était quelqu'un qui était objectif, il avait ses idées, mais il était aussi, quand il y avait quelque chose qu'il avait envie de dire pour dire que c'était une méprise ou que c'était quelque chose tombé dans le domaine sceptique, il n'hésitait pas, hein, il n'hésitait pas à le dire. Comme la vague du 5 novembre 90, par exemple. Il n'hésitait pas à... Non, sur ce plan-là, il était correct. Hein. C'est intéressant, sa position, elle était intéressante. On voit que c'est un gars qui avait été... Et puis il avait des connaissances en astronomie, il connaissait plein de choses, hein, même en aéronautique et tout ça. Il connaissait beaucoup de choses. Il était cultivé, hein, quand même, il était cultivé. Puis d'ailleurs, le fait qu'il soit journaliste, il était forcément cultivé. Hein. Déjà, pour être journaliste, avoir le titre de journaliste, faut être cultivé quand même. Il connaissait beaucoup de choses. Quel livre t'a le plus marqué ces dernières années ? Ces dernières années, j'ai pas lu beaucoup de livres. Voilà. Il y a trop de choses qui sortent, et je dirais trop de choses qui sont sans intérêt. Du repompage, je te cite, tu me cites, on se cite. Voilà. Mutuellement, ouais. Voilà. Hein, on se fait des bisous et tout ça. Ouais. Donc la littérature ufologique actuelle ne m'intéresse pas vraiment, parce que j'ai l'impression que ça tourne en rond, il n'y a rien de nouveau. Peut-être qu'UFO et Conscience ou le bouquin de Zurcher sont intéressants, mais je ne les ai pas lus. Mais c'est possible que ça, c'est peut-être une piste. Moi d'avoir été à la conférence que Éric Zurcher a donnée à OVNI Paris, donc il y a quelques mois maintenant, au mois de janvier 2019, ça m'a donné envie de lire son bouquin. Mais j'aimerais bien lire aussi son bouquin sur la vague italienne. Oui. Oui, voilà, par exemple. Après, tu as tout un tas d'autres bouquins qui sont pas mal, mais dedans, il y a des théories de l'auteur, il y a les idées de l'auteur, c'est déjà plus le cas brut, c'est le cas qui est utilisé pour essayer de faire avancer une idée. Donc cela, il faut les lire aussi, mais
Il faut y faire plus attention, on va dire, parce que là, c'est l'exemple typique de celui-ci. Hein. Si tu démarres avec ça, extermination bactériologique, brouillard artificiel, char céleste, tank amphibie, mine magnétique, lance-flamme, bombe nucléaire, radio-télé-satellite, insémination par influence fluidique, laser, prothèse en métal. Ces faits jalonnent l'histoire des anciens Celtes et suscitent au moins 2 questions fondamentales. Les extraterrestres ont-ils connu cette civilisation? Voilà, ça c'est la deuxième question. Donc bon, ouais. Mais il faut les lire aussi. Dans Culturovie, je vais vous présenter aujourd'hui une bande dessinée qui est très intéressante et que j'ai découvert en regardant une vidéo du youtubeur Mr Sam. Il avait d'ailleurs invité l'auteur de cette bande dessinée. Cette bande dessinée est J'ai vu les soucoupes, dessinée par Sandrine Quérion avec une postface de Pierre Lagrange. C'est une bande dessinée qui pourrait en étonner plus d'un. Ça raconte une passionnée du phénomène ovni, du complotisme, de l'ufologie, l'évolution de son avis au sujet de ses croyances finalement, pour en arriver à du scepticisme et du réalisme. Ce genre de sujet sera abordé au cours d'une émission de radio sur Enquête de terrain saison 3, c'est JMD 96.9 Lévis, Québec. Car c'est un sujet qui mériterait d'être beaucoup plus mis en avant. On montre souvent les cas d'observation d'OVNI, les méprises, les hypothèses, les ufologues, les ufologues, mais on parle très rarement de quelque chose qui arrive à bon nombre d'entre nous, c'est-à-dire qu'on passe du croyant au réalisme, au scepticisme, aux personnes qui doutent. Comme hier d'ailleurs, la veille, on a fait un petit exercice de perception des distances. Donc 15, perception 10. des détails selon les distances. C'est ça. Et donc c'est toi qui as fait l'entité. Voilà, c'est lui qui a fait le témoin. Non, mais le témoin, pas dans le sens le témoin d'OVNI, l'humanoïde témoin. Voilà. C'est utile ce genre de choses. Ouais, bon, ça fait 50 ans qu'on en parle et personne n'a jamais fait. On en refort encore. Là, c'était juste pour. On en a un peu préparé, mais on peut en refaire, même avec Thierry Rocher la prochaine fois. Ou avec toi, si tu reviens une semaine chez Rémi, je remonte. Concernant l'avenir de l'ufologie, de terrain par exemple, es-tu optimiste, pessimiste ou neutre? Et pourquoi? Plutôt pessimiste en fonction du contexte général de l'ufologie. Il y aura toujours certainement des ufologues sérieux qui feront du bon boulot, mais ils sont surpassés par le nombre de charlots, quoi, c'est tout. C'est pas la peine d'aller plus loin, je crois. Quand ça fait 1 an à peu près, ou peut-être un peu plus, il y avait un type qui s'appelle Milton Urquhart, je crois, qui est un ufologue sud-américain, ou je ne sais pas trop où, qui avait contacté une vingtaine ou une trentaine d'ufologues pour leur demander, il leur posait une dizaine de questions sur les... Bon, en gros, plus ou moins comme toi, quoi. Et ben, il se trouve, c'est Baliès Rolmos qui lui avait donné mes coordonnées. Donc moi, j'ai répondu de façon relativement synthétique. Il y a des gens qui faisaient des tartines. Mais bon, il y en a qui... C'est pas forcément intéressant, ça. Il y avait des bons croyants, mais enfin, c'était quand même globalement des gens quand même plutôt... qui ont quand même, au minimum, qui avaient un passé... qui ont des bases, quoi. Donc c'est pas le petit jeune sur internet qui fait son site où il pompe tout et n'importe quoi chez les autres, en rajoutant ses propres conneries, évidemment. Mais enfin, bon, ça, c'est comme ce qu'on a vu dans le livre de Bertrand Léost, La postérité du sabbat. Il a mis en évidence beaucoup de choses intéressantes, notamment le fait que les gens qui sont
témoins ou victimes d'une RR4, ils ont peur des hôpitaux. Pourquoi on demande pas, on pose pas des questions sur les phobies des gens? Justement parce que les ufologues déjà n'ont peut-être pas assez de connaissances pour aller jusque-là, n'ont pas de connaissances médicales déjà d'une, ne savent pas ce que c'est qu'une phobie, ne savent pas ce que c'est qu'une hypocondricité ou des trucs comme ça. Ils ne connaissent pas la sociologie, du patient ou des trucs comme ça. Parce que ça aussi c'est une science. Et donc, ou des notions de psychiatrie qui se rapportent à des cas chez certains patients. Parce que ça, on retombe beaucoup sur des choses comme ça. Et donc, tu sais, c'est toujours la même chose. Date, lieu, qu'est-ce que vous avez observé, etc. Dessin. Ça. Oui, mais il y a tout un univers de questions, mais ces questions-là, tu vas les trouver comme par exemple avec tu les trouveras dans des livres ou dans des rapports d'enquête, comme Bertrand Meust. Tu vois, parce que ces gars-là vont plus loin. Ils ne s'arrêtent pas à la simple petite enquête, du chercheur en ufologie basique. C'est des gens qui ont un niveau quand même important, qui se posent vraiment des questions, qui vont chercher très loin. D'ailleurs, tu donnes le livre de Bertrand Meust, là, qu'il a écrit dernièrement, la postérité du sabbat, ouais. À des ufologues, ils vont pas comprendre tout ce qu'il y a dans le livre. Commencez par moi. Parce qu'il va très loin dans ses questions, dans ses conclusions, dans ses descriptions et tout ça. Et justement, s'ils ne comprennent pas ça, ils ne peuvent pas poser les questions qui vont en découler. Alors donc, c'est sûr, un gars comme Bertrand Meust va poser peut-être des questions autres qu'un ufologue basique. Pardon. Mais ça m'étonne pas parce que c'est quand même pas, on joue pas dans la même cour. C'est pas le même niveau. Passons dès à présent à la troisième partie de cette édition, le dossier. Poursuivons notre étude autour de la prépondérance. Au cours de la première partie, nous vous avions partagé par le biais de nombreuses interventions d'ufologues, de veilleurs, de chercheurs, différentes prépondérances. Les témoins prépondérants, les médias prépondérants, les livres prépondérants, les théories prépondérantes, les lieux prépondérants, etc. Je suis actuellement dans le département des Alpes-Maritimes, au plateau Saint-Barnabé, ou plus communément appelé le col de Vence, ou le col des Fakes, selon certaines personnes. Ici est un lieu prépondérant. Mais pourquoi ce lieu est-il devenu prépondérant? Par les médias en ont parlé. Par les web médias aussi, il faut quand même le reconnaître que celles et ceux qui ont des web TV ou des web radios ont souvent mentionné ce secteur comme étant un hotspot entre guillemets. On en reparlera de ça tout à l'heure parce que bon, il y a beaucoup à dire. Je vais à présent vous exposer le plan de cette deuxième partie autour de la prépondérance. Nous allons aborder le brouillage et la prépondérance des émotions, influence, jugement, influence des émotions sur les enquêteurs et les recherches, et également les brouillages et prépondérances autour des lieux. Intéressons-nous à présent à quelque chose qui peut brouiller un témoin qui observe quelque chose qu'il n'arrive pas à identifier. Je veux bien dire les émotions. Par le biais d'interviews d'ufologues, de chercheurs, de veilleurs, ils vont vous parler de différents cas qu'il y a eu dans l'histoire de l'ufologie française contemporaine, des cas assez curieux, insolites et autant intéressants qui pourraient même vous aider dans vos nombreuses enquêtes ou recherches. Nous allons aborder l'influence ou le brouillage des émotions
pendant une observation. Il m'avait fait signer des papiers. Il était complètement parti dans l'émotionnel. Il m'a dit, vous voyez, monsieur Fouchereau, j'attends ça depuis au moins 20 ans. Ah oui. Tu vois À mon avis, c'est la psychologie banale. Et pas seulement, bien sûr, pour les observations d'OVNI. Ça influence notre vie de tous les jours, pour tout et n'importe quoi. Bon, alors il faut être un robot. Il faut être une intelligence artificielle. Bon, je sais pas si les humains, on les fait comme ça. Je ne saurais pas aussi. Il doit y avoir des cas dans lesquels c'est. Bon, je peux pas en donner de tête comme ça, mais dans lesquels c'est prouvé, quoi, que c'est évident. Et les émotions aussi, ensuite, des investigateurs ou des théoriciens, quand ils glosent sur les récits, quoi. Ben, le problème, il est que l'ufologue lui-même aussi a la même chose. Mais bien sûr, il y a aussi son passé qui va de toute façon influencer son travail d'enquêteur. Qu'il soit le plus neutre possible, il sera toujours influencé par sa vie passée, par tout ce qu'il a vécu à un moment donné. Est-ce que le côté émotionnel joue dans les observations d'OVNI en voiture ? Oui, absolument, oui. Pour le ballon Goodyear, la femme m'a appelé tout affolée, mais vous n'avez pas vu une plateforme noire passer, alors que le Goodyear, déjà, il y avait déjà une déformation quelconque. Peut-être due à, je ne sais pas, une ombre ou quelque chose comme ça, parce que le ballon Goodyear, il est tout blanc. Et il y a marqué Goodyear en jaune. Et les seules choses qui sont noires, c'est les immatriculations. d'Allemagne, en Allemagne, parce qu'il s'est fait immatriculer en Allemagne. Comme un avion, quoi, comme les immatriculations d'un avion. Et donc, il était blanc, il était totalement blanc. Et elle me dit, c'est une plateforme noire. Alors, tu vois, comme les propos, tu as vu, c'est déjà des propos déformés, tu vois. Un truc, mais c'est blanc, quoi, et puis ça se voit, parce que le ballon Goodyear, tu peux même le taper sur Internet, tu vas le voir. Hein. Quand tu vois, elle aurait dû le voir blanc quand même. Et ben elle l'a vu noir. Elle a dit, et une plateforme, c'était pas une plateforme, c'était un gros ovale, si tu veux. Alors, elle a vu une plateforme noire. Alors, quand j'ai entendu ça, une plateforme noire, je me suis dit, oula. Alors, j'ai téléphoné à la tour. J'ai téléphoné à la tour de contrôle à mon ami GG, contrôleur fils. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui me dit, t'inquiète pas, c'est le ballon Goodyear. Et effectivement, ça m'a été confirmé après, il allait en direction du Mans. Ça, c'était en 2021. Et on l'a vu repasser, j'ai eu des témoignages encore, en 2022, quand il revenait du Mans et qu'il allait en Allemagne, à sa base. Mais j'ai en aucun cas vu qu'il était loin. Alors, il faut se méfier, tu vois, dans un témoignage, il faut se méfier de beaucoup de choses. Hein. Tu as vu, ça a vite fait d'être déformé. Hein. Rien que la couleur. Un ballon tout blanc, et là, il est paru loin. Parce qu'il a peut-être été vu sous un certain angle, ou à contre-jour. Tu sais, quand on fait des photos à contre-jour, tu as une personne noire, la personne que tu photographies, elle est toute noire, et puis le soleil est de l'autre côté, ou un arbre, ou ce que tu veux, ça fait des belles photos. C'est trompeur, quoi. Tu vois pas la vraie couleur de l'objet. Est-ce que les émotions influencent les témoins? Alors moi je dirais qu'ils influencent le témoin dans leur Par exemple, il y a une vidéo qui est énorme sur internet où ils filment la lune avec leur téléphone et puis ils sont en voiture et puis ils sont affolés, ils disent mais non c'est pas la lune, ça nous suit. Regarde, ça va se poser, regarde. Et puis ils sont affolés, quoi. Ah bah forcément, moi je pense que les émotions influent sur le témoignage, forcément. Je me rappelle, moi, le cas qui m'a le plus marqué au niveau méprise, un cas qui était cité dans le Lumière dans la nuit, je ne me rappelle plus à quelle époque ça remonte, mais c'est vraiment le cas qui m'a fait vraiment me questionner sur les observations OVNI. Alors en quelques mots, c'est un couple qui vit à la campagne. Je pense qu'on peut retrouver sans problème les références. Et le mari sort le soir dans le jardin sans que sa femme le sache.
Et le mari, je ne me rappelle plus pourquoi il était sorti dans le témoin, mais il avait une lampe de poche et il se rend compte au fond du témoin qu'il y avait des hérissons, je crois. Et il veut alerter sa femme, qui restait dans le salon. Il y a une grande baie vitrée qui donne sur le jardin. Et le mari, avec sa lampe, fait des appels pour alerter sa femme, pour qu'elle puisse venir voir aussi, qu'elle vienne dans le jardin. Finalement, la femme ne voit pas du tout, ne reconnaît pas du tout la lampe de poche du mari. Elle voit une boule lumineuse et elle est prise d'une crise de panique à cause de cette boule lumineuse qui se déplace devant elle dans le jardin. Et le mari revient et il aura du mal à la calmer parce qu'elle n'a pas réussi à identifier ce qui se passait, et malgré le fait que le mari lui dise que c'était lui qui était en train de l'appeler avec sa lampe de poche. Donc là, tu vois, on a les deux côtés du sujet. On a le phénomène, on a le témoin, on a l'explication, et on voit bien l'impact de l'un sur l'autre. Et ça m'avait vraiment fait réfléchir sur ce que les témoins voient, perçoivent, comprennent ou ne comprennent pas. Par leurs émotions, c'est bien possible, oui. Et puis, il n'y a pas que les émotions qui les influencent. Mais c'est sûr que par leurs émotions, c'est la première chose. Quand ils ne comprennent pas quelque chose, le côté émotionnel joue tout de suite. Il joue tout de suite, et puis qu'est-ce qui leur reste dans la tête? Des fois, il reste le mot ovni, parce qu'on sait beaucoup, ça a été fortement médiatisé ces dernières années, surtout au niveau des jeunes de 30, 40 ans, 20 ans. C'est surtout ça qui ressort. Les vieux, les anciens, disons, des années qui ont 60, 70 ans, 80 ans, sont moins influencés par les émotions. Qu'est-ce que j'ai comme témoignage? C'est plutôt des témoignages de jeunes qui ne comprennent pas de phénomène. Tout ce que j'ai enquêté où il y avait eu des méprises, c'était plutôt chez des jeunes de 20, de 30 ans, entre 30 et 40 ans. Hein. Et ils se laissaient donc un peu emporter par leurs émotions, et surtout, qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Des lanternes thaïlandaises ou des choses comme ça. Non, vas-y. Tu m'as parlé, est-ce que tu avais entendu une émission de radio Oui. qui parlait qu'ils avaient mis dans une salle plusieurs personnes et puis ils n'ont pas eu les mêmes ressentis? Oui, voilà, en fait, c'était l'émission donc L'Heure Bleue sur France Inter. Voilà, oui, les gens, oui. ils ont vu tous pas la même chose. Voilà. Donc en fait, c'était l'émission L'Heure Bleue de Laure Adler sur France Inter. Et donc il y avait d'une part, comment elle s'appelle, l'actrice son nom m'a échappé, mais c'est pas grave. Et puis un architecte paysagiste qui lui donc travaille beaucoup plus d'ailleurs sur les paysages que sur l'architecture, mais lui il considère que tout est paysage. Même ici, c'est un paysage. C'est un paysage qui est conçu avec des boîtes d'archives, avec des choses comme ça, sur un thème. C'est un paysage. Et en fait, il a fait une expérience avec ses élèves, parce qu'il est aussi prof en UNIF. Et donc, il a fait des tests avec certains de ses élèves, et il les emmenait dans un environnement particulier, donc dans un appartement. Et ensuite, les gens devaient dire ce qu'ils avaient vu, comment ils l'avaient vu, ce qu'ils avaient ressenti. Il disait 50 personnes, 50 ressentis, 50 observations différentes. Voilà. Donc ça m'a fait bien sûr penser à l'ufologie, penser au 5 novembre 90, évidemment, ou à d'autres, mais entre autres, où là, tu as un phénomène unique et tout le monde voit quelque chose de différent. Bien sûr, comme il disait, chacun voit quelque chose de différent ou ressent quelque chose de différent parce qu'il n'a pas la même antériorité sociale. Il n'est pas du même milieu social, il n'a pas vécu les mêmes choses, il n'a pas les mêmes sensibilités, il n'a pas les mêmes craintes, les mêmes peurs, etc.
rien qu'en regardant, tout ça, ça influence son raisonnement. Donc, il n'est pas complètement idiot de penser que un témoin qui voit quelque chose est aussi influencé par son antériorité de vie. Tout ce qui était avant, tout ce qu'il a vécu, ressort en partie dans son observation. Plus ou moins, bien sûr. Je ne vais pas dire que ça tout ressort, évidemment, mais déjà ne serait-ce que la peur ou l'étonnement, voilà. Soit il va aller se cacher. Il nous parlait Éric Zurcher nous parlait des 2 chasseurs. Il y en a un qui se couche au sol, en position donc de secours, enfin de sauvegarde, hein, parce qu'il comprenait pas ce qu'il voyait, et l'autre il épaule. Ouais, Donc complètement différent, quoi. il voit son fils mort. Oui, après il se sent emporté avec son fils mort dans les bras, alors son fils est parfaitement vivant. Ouais. Mais même les 2 réactions devant un même phénomène totalement différentes. Voilà. Donc c'est ça, c'est exactement ce que disait donc cet architecte paysagiste. Il disait que devant quelque chose, un tableau, devant un paysage, devant une manifestation quelconque, un film, un téléfilm, au théâtre, au cirque, ou je ne sais pas où, dans un concert, ça va être dans la tête des gens, il va y avoir des spécificités que l'autre à côté n'aura pas. Tu vois, la compréhension d'une musique, hein, la captation d'un événement va être différente d'une personne à l'autre. Mais les témoins, eux, est-ce qu'ils ont été terrifiés par ce qu'ils ont vu dans ton département? Là, c'est autre chose, il y en a, oui, il y en a, ils ont eu peur, etc. Ah oui, il y en a, il y en a même une simple boule rouge, ils se sont sauvés. Hein, simple boule rouge dans le ciel, ils se sont sauvés. Oui. Ce lieu est devenu prépondérant parce qu'il y a aussi des gens qui y montent dans l'espoir de voir quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui vient d'ailleurs. Ce lieu est devenu prépondérant parce qu'il y a des groupes de veilleurs, il y a des ufologues, il y a des enquêteurs qui y sont rendus, qui ont fait des observations, qui ont recueilli des témoignages, mais qu'il n'y a pas eu forcément d'enquête. Je vais faire un scénario. En fait, tu as des gens qui sont au col de Vence, qui voient des choses, ils reviennent au col de Vence plusieurs fois de suite, ils voient toujours des choses, ils deviennent prépondérants par rapport au groupe. Aux groupes qui ne sont jamais montés. Oui, des gens qui ne sont jamais montés. Voilà. Il y a par exemple, et après, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est comme il y a plusieurs associations au col de Vence, ces gens-là sont peut-être des gens de certains groupes, ils vont faire, je sais pas, une conférence sur le col de Vence. Il va y avoir des gens dans l'assistance. Et ils vont raconter leurs observations, leurs aventures au col de Vence. Effectivement, il y a des gens qui vont peut-être avoir envie de monter au col de Vence avec eux, et ils vont de toute façon devenir les meneurs, les prépondérants. Il suffit qu'ils se mettent à voir quelque chose, qui est peut-être même un truc tout à fait banal, qui pour eux, ça devient un truc qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Un avion mal observé, un satellite, un météore, ou que sais-je encore, et que les autres vont voir la même chose que lui. Voilà. Et s'il y en a un qui dit le contraire, il va devenir le mouton noir. C'est un lieu prépondérant à cause des recueils, pas à cause des enquêtes. S'il y avait eu de meilleures enquêtes ici, il y aurait eu plein d'observations d'avions. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'avions, il y a un fort couloir aérien. Il y a aussi les avions qui décollent de l'aéroport de Nice et qui partent direction Paris, ou si ce n'est ailleurs. On voit très bien le ciel, il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. Il y a le hameau de Saint-Barnabé, il n'y a pas de lampadaire. La pollution lumineuse, elle est située au niveau de la Côte d'Azur, par ici. Ou même derrière,
dans le Var, etc. Parce que là, il y a les gorges du Loup et là, c'est le plateau de Cossol et de Calerne. On voit très bien le ciel la nuit ici. On voit bien les étoiles quand le ciel est pur. On voit aussi les satellites. Ici d'ailleurs, il fut au cours d'une veillée, j'avais observé le système de satellites NOS. Vous savez, les satellites qui volent en formation delta. On peut voir Starlink aussi, bien sûr. ISS, tous les satellites et tout ce qu'il y a dans l'espace, bien sûr. Les météores. Donc c'est un coin où il y a peu de pollution lumineuse. Et comme il y a peu de pollution lumineuse, on voit l'espace, mine de rien. Alors il suffit qu'il y ait des gens qui viennent ici dans l'espoir, dans l'attente de voir quelque chose, ils verront quelque chose. Mais ce quelque chose, pour quelqu'un qui enquête, ce sera une méprise. Mais pour la personne qui voit, avec ses croyances, qui l'influence, il aura vu quelque chose qui vient d'ailleurs. Ici est considéré comme un col des fakes. Je dirais plutôt que le col de Vence, comme tout autre lieu dit hotspot ou prépondérant, sont des lieux d'école. Ici, on pourrait se former à être des veilleurs. On pourrait se former à bien observer le ciel et à comprendre le ciel nocturne. Il y a je dirais, une aura, entre guillemets, autour du col de Vence qui en fait un lieu mythique des observations insolites. Donc, dès qu'ils arrivent là, ils sont dans une bulle. Ils se mettent en condition. Ils se mettent en condition pour voir des ovnis. Ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour observer le ciel et voir des satellites. Non, ils sont là pour voir des ovnis. Parce qu'on leur a dit que là, on voyait des ovnis. Voilà, tout simplement. Donc, évidemment, le moindre avion qui va passer, tout aussi reconnaissable qu'il est, ils ne vont pas le reconnaître comme tel. Ils vont être dans leur bulle et pour eux, ça va être autre chose. Ça va être ce qu'ils attendaient. D'ailleurs, une excellente scène dans Rencontre du troisième type, là-dessus. Quand les gens sont au bord de la route et qui, le premier jour, ils voient passer des ovnis, plein d'ovnis, des trucs qui passent au-dessus de la route, qui ont des formes bizarres, un qui a une forme de berlingot et qui tourne dans tous les sens. Et le lendemain, ils sont encore là, et ils voient les lumières arriver. Ils sont là pour voir des ovnis. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ce que, à travers leurs yeux, on voit l'ovni arriver, sauf que c'est un hélicoptère. Je ne sais pas si tu te rappelles de la scène. Oui, je me rappelle de la scène, ouais. Voilà. C'est ça, voilà. Spielberg, il a très bien montré ça. Lorsque vous faites une veillée, il faut faire très attention à un autre facteur qu'on oublie souvent. Je vous retrouve à Force-Aréal, dans le département des Pyrénées-Orientales, le lieu des veillées du corps dans les années 2000 et 2010. Corps qui signifie chasseur d'ovnis et Dohany recherche sud. Et ici, donc, on a une vue à 360 degrés sur toute la zone. On voit le Canigou, on ne le voit pas, c'est caché par le bâtiment. On voit le massif des Alberts, le Val-Espire. Là-bas, c'est la frontière avec l'Espagne. Tout le littoral, de la Côte Vermeille jusqu'à Port-le-Cat. On voit dans le massif des Corbières. Donc là, il y a Totabel, Vingros, le Montoche, les châteaux cathares. Et là-bas, au loin, vous voyez le mont Bugarache. Alors, pourquoi vous parler de vous faire un petit tour touristique du secteur? Tout simplement, lorsque vous faites une veillée, c'est pas anodin que vous allez faire une veillée ici. Parce que celles et ceux qui sont dans l'ufologie sont influencés, sans le savoir, par leur théorie en ufologie. Hélas, comme médiatiquement parlant, le Bugarache est connu comme étant un hotspot, tout comme le col de Vence, votre regard sera beaucoup plus attiré par ce qui se passe là-bas que par ce qui se passe là-bas. C'est tout simplement parce que vous êtes influencé par vos lectures, vos théories sur les choses que vous avez entendues dans un documentaire sur Internet ou à la télévision. Et c'est pas la première fois que je parle de ça. On appelle cela en ufologie les lieux médiatico-insolites qui ont été fortement médiatisés. Et tellement qu'ils ont été médiatisés, ça a influencé le public. Mais comme je le répète souvent, il faut vérifier les sources, aller sur le terrain pour voir ce que certaines personnes prétendent avoir vu ou vécu. Et vous aurez des surprises. Le lieu est médiatisé, ça attire des tas de gens.
On l'a vu à Sagy-Pontoise. Hein. Sagy-Pontoise, il ne se passe rien toute la journée. Et puis à la fin, quand presque tout le monde est parti, ça y est, il voit arriver des ovnis. Il voit passer une escadrille. En fait, c'est juste, il y a des nuages, et il y a une trouée dans les nuages. En fait, les nuages se déplacent assez vite, et c'est les étoiles qui voient passer à travers les nuages. En fait, ils bougent pas, les étoiles ne bougent pas, c'est les nuages qui bougent. Et eux, là, ils ont vu, ils voient une escadrille qui n'atterrit pas, donc en fait, on n'est pas prêt pour les recevoir. Ils sont très hauts, mais ils passent. L'escadrille passe. Voilà. Lieu médiatisé, bien sûr, 1980, 1983. Ensuite, Col de Vence, certainement. Oui, puis maintenant, t'as Bugarak. Bugarak, oui. Il y a des endroits qui forcément vont cristalliser les intérêts des gens pour diverses raisons. Quoi. Concernant le Bugarach, ça a été une montagne qui a été médiatisée car, selon certains, elle ressemblerait à la Devil Tower dans le film Rencontre rapprochée du troisième type. Mais le Bugarach, tout comme le col de Vence, il n'y a pas plus de cas d'observation d'OVNI qu'ailleurs. C'est juste un endroit où il se passe des choses. Donc toute personne qui vont là s'attendent à voir quelque chose qu'elles arriveraient peut-être à identifier de chez elles. Mais comme le lieu les influence, c'est autre chose. C'est une partie de la rêverie qu'il y a dans l'ufologie et qui, hélas, fait du tort à l'ufologie parce qu'on est là devant des simples recueils de témoignages. Il n'y a pas eu d'enquête. Quand je signalais qu'il y avait un ovni dans tel lieu, et les gens allaient dans ce lieu, et comme par hasard, dès qu'il y avait une petite lumière, un truc comme ça, ils considéraient que c'était un ovni qui apparaissait, que c'était un lieu de passage d'ovni, que c'était un lieu à ovni, que c'est sûr que ça fait ça force les gens un peu à voir des ovnis un peu partout, quoi. Je sais pas, par exemple, Quarouble, il n'y a pas eu une tonne d'observations à Quarouble. Il y a plein d'endroits où il y a eu une observation d'OVNI, un point c'est tout. Il suffit qu'il y ait eu un ovni dans un lieu pour que les gens en voient d'autres. Mais c'est pas forcé, hein. Il peut y avoir un lieu où il y a eu un ovni et ne jamais revoir d'ovni dans ce lieu. Pareil pour les lieux dits récurrents, Broad Mountain aux États-Unis, en Caroline du Nord, Évillers dans les années entre les années 50 et 70. Donc Évillers c'est dans le Doubs, où il y a eu 30 observations recensées, mais il y avait aussi là un ufologue très très actif. Je vous retrouve à présent, toujours dans le département des Alpes de Haute-Provence, sur le plateau de Valençol, célèbre par sa lavande et par la rencontre rapprochée du troisième type du 1er juillet 1965. Les deux procès-verbaux. Les trois. Ou les trois, pardon. Entre celui du 2 juillet et celui du 18 août, c'est plus la même histoire. Plus du tout la même histoire. Ah non, du tout. Hein. C'est un autre cas. Hein. C'est un autre cas. Il y en a un, il est à 100 mètres, les deux personnages sont à l'intérieur de l'objet. Le 18 août, il est à quelques mètres, les deux personnages sont dehors en train de ramasser quelque chose, au sol, ils sont penchés, et il est paralysé. Il n'a jamais parlé de ça quand il était à 100 mètres. Hein. Voilà, et ce qui est bizarre, c'est que ce qui est retenu dans l'histoire, dans tous les livres, c'est la deuxième histoire. C'est la deuxième histoire. Pas la première. Voilà. Exactement. Et la première, elle est citée nulle part. Nulle part. À part où j'ai prends avec le procès-verbal. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que... on ne va pas refaire l'histoire. Hein. On sait qu'entre le 2 juillet, ou même peut-être le 1er déjà, et le 18 août, il a rencontré plein d'ufologues qui lui ont raconté plein d'histoires d'OVNI. Moi, je dis qu'il est, quelque part, au départ, il était sincère. Il n'a pas reconnu ce qu'il a vu, peut-être un hélico, probablement même. Je ne vais pas non plus anticiper sur des enquêtes, des contre-enquêtes en cours. Mais il a tellement été, pollué, entre guillemets, par des tas d'histoires qu'on lui a racontées pendant ces 5 semaines, parce que c'est ça, c'est 5 semaines entre le 2 juillet et le 18 août.
Pendant 5 semaines, il y a des gens qui sont... Moi, je sais qu'il y a Weverberg qui est venu de Belgique, il y a le procureur, ou je sais pas quoi, un homme de loi, comme on dit, je sais plus, un procureur ou un... Je sais plus exactement, qui est venu, qui était un croyant ovni et tout, qui est venu me voir. Il y a donc d'autres ufologues bien connus, toujours vivants, qui sont venus, qui étaient là le lendemain, parce qu'ils sont pas très loin. Et on les voit attabler, derrière le comptoir du bar des sports. Il y a une photo qui paraît dans le journal le lendemain où cet ufologue est avec Maurice Mas. Voilà. Donc voilà, il a été pollué. Alors pourquoi je pense que quelque part, on l'a tellement influencé, peut-être qu'on lui a dit oui, mais ton histoire est assez banale, elle va disparaître et qu'il a voulu, peut-être qu'il avait, comme on disait tout à l'heure, il a peut-être eu envie d'avoir son heure de gloire. C'est ça. Voilà. Mais il était un peu blagueur, d'après ce qu'on m'a dit. Hein. Aussi. Mais toi, quand tu l'as rencontré, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Reviens quand tu seras plus grand, tu comprendras. Ouais. Ça me rappelle de Nicolai. Renato Nicolai, dans le cas de Trans-en-Provence, qui a dans l'émission Droit de réponse, il dit, et ça, Michel Figuet, il l'a bien noté, hein, il l'a bien entendu, c'est bien allé dans le fond de son oreille et dans son cerveau. Il a dit, mais vous savez, parfois dans la vie, on rêve. Je vous annonce que dans un futur épisode des dossiers d'ODH TV saison 6, nous continuerons à vous parler de la prépondérance et brouillage autour de lieux dans l'épisode OVNI, OVI et lieu 2. Il ne faut pas oublier qu'il y aura une troisième partie à cette étude autour de la prépondérance, puisque nous verrons d'autres prépondérances avec d'autres paramètres comme l'âge, les acronymes, le genre, la profession, les finances et les phobies. Il y a encore beaucoup à en dire. Là, il y a eu des études scientifiques tu sais, ils ont fait des expériences avec des témoins, etc. et tout ça. Oui. Ils avaient fait toute des chercheurs avaient fait ça en sociologie. Ils avaient fait ça et puis ils avaient démontré que avec un groupe de témoins, il y en a, par exemple au début, il y en a un qui voyait quelque chose et à la fin c'était complètement déformé. Enfin, il y avait des choses, c'était complètement aberrant, quoi. Oui, il y a seulement la déformation, mais il y a aussi, si tu veux, des gens qui se rangent derrière celui qui semble le plus crédible. Il y a des choses qui sont très graves en ufologie. Il y a souvent une différence entre le témoignage recensé par la presse et le témoignage de base. La presse a souvent tendance à exagérer, à rajouter des détails qui n'ont pas eu lieu. Ainsi, souvent, les témoins sont surpris de voir leur témoignage complètement déformé dans l'article de presse. Et c'est pour cela qu'il faut aller voir les témoins, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Y a-t-il une prépondérance dans la presse ? Il y a déjà une prépondérance dans les recueilleurs ou enquêteurs. Quand un enquêteur est très connu, les témoignages qu'il recensera seront beaucoup plus mis en avant que d'autres. Mais il y a une grande question. Est-ce le témoin qui est prépondérant sur l'enquêteur ou le recueilleur, ou est-ce l'enquêteur et le recueilleur qui sont prépondérants sur les témoins ? Vaste question. Car si un témoin qui a la conviction d'avoir vu quelque chose d'étrange, influencé par l'enquêteur, persistera dans l'erreur. Y a-t-il des enquêteurs prépondérants ? Il y a des enquêteurs qui... il y en a certains qui sont plus sérieux que d'autres, mais c'est pas synonyme. Il y en a qu'on connaît beaucoup plus. Par exemple, dans le cas des enlèvements, Bud Hopkins, qui est connu, que même Eddie Bullard, qui est quand même un des rares ufologues américains sérieux. Il y en a d'autres, mais parmi ceux que je connais, avec lesquels j'ai quelques rapports. Même lui, il a pris Hopkins pour beaucoup plus sérieux qu'il n'est en réalité. Hopkins, quand on lit son premier bouquin, il est quasiment évident, quand on lit avec un certain détachement, il est quasiment évident qu'il
fait dire des témoins des choses que lui a envie d'entendre. Et bon, ça, il n'est pas le seul. Donc, Pour qu'il se rapproche de ses théories personnelles. Ben oui, voilà, c'est ça, ouais. Ah, j'aime pas ça. Il les pousse dans leur retranchement, et à la fin, bon, le type, il finit par dire, bon, ouais, peut-être, mais alors que lui, le témoin n'a pas dit qu'il était enlevé, quoi, que c'est... ou même donné d'arguments relativement sérieux allant dans ce sens. C'est Hopkins qui interprète. Donc lui, c'est un enquêteur prépondérant, parce qu'au niveau des enlèvements, c'est lui qui a fait en sorte que tout le monde peut être enlevé. L'ufologie, tout le monde le dit, c'est une passion. Mais peut-être que c'est là qu'il faut comprendre que tant que personne n'en fera une étude scientifique, ben ce sera possiblement jamais objectif. Parce que si ufologie signifie passion, ben ça signifie également émotion, subjectivité et donc interprétation. La question qui nous reste et à laquelle on est confronté, c'est pouvons-nous faire de l'ufologie autre chose qu'une forme d'interprétation? Nous arrivons déjà à la fin de cette nouvelle édition de Matin OVNI OVI sur un thème qui m'est cher, la prépondérance. On oublie souvent de citer tout ceci dans les rapports d'enquête, dans les livres aussi. On oublie de dire que chacun influence l'autre. Les médias influencent les futurs témoins, qui influencent les enquêteurs, et petit à petit, c'est un serpent qui se mord la queue, finalement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette nouvelle édition. FTS d'avoir tenu la caméra, mais également Jenny d'avoir vérifié s'il n'y avait aucun bug dans la vidéo. Je remercie les partenaires proches, l'équipe d'ODH TV et vous autres, ODH Note. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions de Matin OVNI dans le monde ou Matin OVNI OVI, je vous invite à cliquer sur les nombreux liens affichés en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires acerbes, néfastes, les trolls, ou qui sont un peu ironiques, on en a reçu dernièrement, éjection. Et je répondrai d'ailleurs à un commentaire, j'ai pas mal à ma main droite pour répondre à ce commentaire. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rendez-vous à la 3e partie de Prépondérance qui sera diffusée dans un prochain Matin OVNI OVI. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir.